Chapitre 6. Lucas angoisse. Ça fait déjà plus qu'une heure qu'on est à l'urgence. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. C'est patience que ça devrait s'appeler. Depuis cet après-midi, je n'ai plus aucune notion du temps. Ça va lentement, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. Ça bouge dans tous les sens. Les infirmières, les médecins et les parents affolés qui se lèvent à tour de rôle pour demander quand quelqu'un pourra voir leur enfant. Tout le monde a les traits tirés. Les enfants pleurent, les parents s'énervent et Lucas angoisse. Je suis assise avec la fille aux cheveux roux. On n'a pas prononcé une seule phrase encore. On est là, côte à côte, comme si on avait toujours fait ça. On est tous les deux penchés sur Lily, qui s'agite dans son délire. Elle est brûlante. Il me semble que son corps a rapetissé. Elle a l'air tellement fragile, et ses petits yeux appellent à l'aide quand elle réussit à les ouvrir. Ça ne devrait pas exister des enfants qui souffrent. Ils sont trop diminués, trop petits pour se défendre. Je ne sais pas ce que je donnerais maintenant pour que sa fièvre tombe et qu'elle redevienne la petite Lily encombrante, placoteuse et fatigante que je connais. Mais ce n'est pas possible. Il ne voit pas que cet enfant délire, que sa fièvre monte sans arrêt. J'ai envie de hurler. Mais faites quelque chose, Lily est très malade. On est tous là à attendre. Je crois que ça c'est la chose que je déteste le plus au monde. Heureusement que la fille rousse est près de moi. Ça me rassure. C'est elle qui s'est occupée de Lily pendant que je suis allée au bureau pour l'inscrire. Parce que, bien sûr, je n'avais pas la carte d'hôpital ni celle de l'assurance. Et puis, je n'ai pas osé aller téléphoner à ma mère. Comme la cabane se trouve à l'autre bout du corridor, j'ai eu peur de perdre mon tour. On se croirait chez le boucher. On attend en file pour avoir son kilo de steak haché. Aucune trace de mes parents, mais je me rassure un peu en pensant qu'ils ont mon message et qu'ils finiront bien par me rejoindre. Lily Berthiaume? Ça y est, c'est à nous. Ce n'est pas trop tôt. La fille rousse et moi, on se lève d'un bond avec Lily dans nos bras. Un médecin assez jeune tient un dossier à la main et nous fait signe de passer de l'autre côté de la salle d'urgence. Il nous regarde des pieds à la tête et il nous demande d'un air étonné. « C'est vous les parents? » La fille rousse et moi, on se regarde et on pouffe de rire en même temps. « Non! » On répond aussi en même temps. Je prends la parole. « C'est ma sœur, ma demi. Mes parents n'étaient pas là. Ils travaillaient tous les deux. Son père, qui est aussi mon père, et sa mère, qui s'est mise à avoir de la fièvre, et je ne savais plus quoi faire. Elle se plaint du mal de gorge. Ça lui arrive souvent, mais surtout depuis 2-3 semaines. À 16 heures, elle avait une fièvre de 40 au moins. J'ai pris sa température 2 fois et je lui ai donné un bain froid. Et on est venu ici et voilà. Je m'arrête, essoufflée. J'ai dû attraper la fièvre de Lily ou la manie de la fille rousse. Voilà que j'oublie de ponctuer et de respirer. Le médecin me regarde avec un petit sourire en coin. Et il me demande, avec une certaine ironie dans la voix, si j'ai terminé. J'hésite un peu et je suis bien obligée de dire que oui, c'est tout. Mais je ne peux m'empêcher d'ajouter. Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin, qui n'a pas l'air de s'énerver du tout, prend Lily dans ses bras, la dépose sur le civière et lui met un thermomètre dans la bouche. On va regarder ça. Il prend son pouls, hoche la tête, enlève le thermomètre. Tu as eu raison de l'amener, la fièvre n'a pas baissé. Il s'assoit Lily tant que bien que mal. Elle n'a pas du tout l'air de se rendre compte de ce qui se passe. Tu vas ouvrir ta bouche grande, ma belle, on va regarder ta gorge. Et au lieu de faire gentiment ce que le médecin lui demande, Lily lui hurle dans son délire. « Gros chien sale! » Tout le personnel médical s'est tourné vers nous. Mais c'est plus fort que moi, j'éclate de rire, la fille rousse aussi. La tension des dernières heures, sans doute. Le médecin s'est raidi un peu.
Il nous regarde sévèrement, puis il ajoute moitié pour lui, moitié pour nous. Elle est bien élevée, cette petite. Je souris et je me sens mieux. Ce n'est pas à vous qu'elle s'adressait. Tant mieux, je suis contente que ce joli compliment soit pour quelqu'un d'autre, me dit l'homme en souriant. Cet homme est gentil, je lui dois une explication. Ce n'est pas vraiment une insulte, c'est un nom, le nom de mon chien. Il est perdu et Lily le réclame tout le temps depuis qu'elle a de la fièvre. Je vais raconter cette blague à mes collègues, ils vont bien s'amuser. Tout ce temps-là, il continue son examen. Il regarde le fond de ses oreilles, tâte son cou et réussit à faire ouvrir sa bouche de Lily et l'examine minutieusement. C'est là-dedans que tu caches tes gros mots, hein? Puis, en s'adressant à moi, il ajoute « Oh, c'est rouge, très enflé. » Je vois dans son dossier qu'elle a fait plusieurs amygdalites. Là, elle n'y échappera pas. Il va falloir l'opérer. Quoi? J'ai réagi comme s'il voulait lui arracher les oreilles. Une toute petite intervention, enlever les amygdales, ce n'est rien. Je veux pas les enlever, nous dit Lily en pleurant. Luca, je veux pas. Je la prends dans mes bras, la berce doucement contre moi. La fille russe s'est approchée aussi et elle tente de la rassurer. Ça ne va pas mal, moi aussi. On me les a enlevés. Et après, tu sais, on mange de la crème glacée à chaque repas. Le médecin remplit un formulaire pendant qu'on console Lily. Puis il revient vers nous. Vous allez nous la laisser en observation. Si ça désenfle, si la fièvre baisse, l'intervention ne sera pas nécessaire. Mais vu son état, ça m'étonnerait. Je vais aller demander qu'on lui prépare un lit pour la nuit. Tu vas demander à ses parents de me téléphoner le plus tôt que possible. Je suis le docteur Curzo. Lily prend du mieux, il me semble. Un peu comme les matins où on doit aller chez le dentiste et que le mal de dents a disparu complètement. Lucas, j'ai rêvé que la fille rousse, elle était là. Elle est là, regarde. Elle jette un regard par-dessus mon épaule et observe la fille rousse avec beaucoup d'attention pendant un moment. Puis elle lui dit « Moi aussi, j'ai des tresses. » En fait, il ne lui reste aucune. Elle a tellement transpiré qu'elles se sont toutes défaites. Mais la fille rousse lui dit que ses tresses sont effectivement très belles. Et juste avant que la petite tête de Lily retombe sur mon épaule, elle me demande « C'est la fille rousse, ta blonde, hein? » D'un coup, j'ai de la fièvre, sûrement plus que 200 degrés. C'est à mon tour d'être en feu. Et cet incendie-là demanderait la participation de plusieurs casernes pour l'éteindre. Je n'ose pas de me retourner. Je prends une grande respiration et j'affronte le regard de la fille rousse pour lui expliquer que je n'y suis pour rien, que Lily est très petite pour affirmer ces choses pareilles, ou alors qu'elle délire encore. Et oh, surprise, oh, bonheur suprême! La fille rousse est aussi rouge que moi, sinon plus si c'est possible. Heureusement que le médecin revient à ce moment précis, sinon je pense que l'hôpital entier aurait flambé. Je vois d'ici les gros titres des journaux. 2 adolescents en amour mettent le feu par timidité. Pour ce soir, on ne peut rien faire. On va lui donner quelque chose pour faire baisser la fièvre et elle va dormir. Et demain, on prendra une décision avec ses parents. Je ne peux pas rester avec elle? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Il faut qu'elle dorme. Au même moment, une infirmière prend Lily dans ses bras, l'installe de nouveau sur la civière. Elle remonte les barreaux de chaque côté. Lily ne proteste pas. Elle se laisse sagement enfermer dans la petite cage. Elle doit être drôlement malade pour ne pas faire toute une scène. D'habitude. Elle a l'air de dormir maintenant. Le médecin donne à l'infirmière le dossier de Lily et elle fait rouler le petit lit en direction de l'ascenseur. Je n'ai pas envie de laisser Lily. Je me sens responsable d'elle. Ne t'inquiète pas, on va en prendre bien soin, ajoute le médecin avant de retourner dans le corridor s'occuper d'un autre enfant.
Je reste là, les bras ballants, perdu. Je n'arrive pas à bouger. La fille rousse me tire par la manche et m'entraîne vers la sortie. Les portes s'ouvrent toutes seules et on se retrouve dehors. Il fait doux et très noir maintenant. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. On marche côte à côte en silence. J'ai l'impression qu'un bulldozer m'a passé sur le corps à plusieurs reprises. La dernière fois que j'étais fatiguée comme ça, c'est quand j'étais sûre d'avoir raté ma 2e année de l'école et que je croyais ma vie finie. Je pensais que mes parents m'en voudraient à mort et que la seule chose qui me restait à faire, c'était d'aller me jeter sous un camion. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout à coup un énorme poing dans l'estomac qui me fait horriblement mal. Et ça monte dans ma gorge. Les amygdales! C'est seulement les amygdales. J'ai beau faire des efforts pour maintenir la boule dans ma gorge, ça ne sert à rien. Ça sort tout seul. Et j'éclate en sanglots sur le trottoir. Bravo, Lucas Bertillon, bravo! Pour la première fois, tu te trouves à côté de la fille rousse, tu ne lui dis pas un mot, tu rougis sans arrêt et en plus, tu chiales comme un bébé. C'est gagné, c'est sûr. Ça va être joli lundi quand elle va raconter ça à l'école au complet. Je suis là à me dire toutes ces choses quand elle s'approche tout doucement et, sans rien dire, elle me prend la main et elle la serre très fort. Une grande chaleur m'envahit. C'est chaud partout. J'ai l'impression que mes épaules viennent de descendre de 3 étages. Je respire mieux. On marche comme ça, vers mon quartier. On ne parle pas, comme si ça nous suffisait de nous tenir la main. Et rendu au coin de ma rue, j'aperçois les gens sur le trottoir en face de chez moi et une voiture de police. Bonne nuit, Lucas. À lundi. Attends! Le temps que je me retourne, elle s'en va en me faisant signe de la main. C'est à ce moment-là que j'entends mon nom hurlé par mon père. Ça me figue sur place, puis je reconnais ma famille. Comme je m'approche, ils se précipitent sur moi. Tous les 3, la mère de Lily, la mienne et mon père. Il n'y a que le policier qui reste contre sa voiture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé une seconde que mon père allait me frapper. Lily? Où est Lily? À l'hôpital. Ils vont peut-être l'opérer demain. Quoi? Là, tout le monde se met à parler en même temps. Ils s'affolent, gesticulent. On se croirait dans un film italien quand tout le monde s'engueule sur le trottoir, le soir, sans tenir compte des voisins. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils s'énervent comme ça puisque Lily est en sûreté. Ils posent des questions et en même temps, au lieu de me laisser y répondre, ils m'engueulent pour mon négligence, ma tête sans cervelle, mon manque de responsabilité. On te confie Lily, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de l'amener à l'hôpital? Là, je crie sans tenir compte des voisins. Hey, ça va faire. Lily a eu beaucoup de fièvre cet après-midi. Je l'ai soignée de mieux que j'ai pu. Puis, en fin de compte, je l'ai amenée à l'hôpital parce que vous étiez tous introuvables. Le médecin a dit qu'une chance que je l'avais amenée parce qu'elle était en danger. Elle a fait amygdalite aiguë. Il se calme. Ma mère me prend par l'épaule. Je leur donne tous les détails. Excuse-nous, on était si inquiètes. Et moi, vous pensez que je ne l'étais pas? Bon, la boule qui me revient dans la gorge, je ne vais pas me remettre à pleurer. Pourquoi tu ne nous as pas laissé de message, me dit mon père. Par chance, sa blonde intervient. C'est de notre faute. On avait oublié de mettre le répondeur, et moi je suis rentrée plus tard que de coutume. Merci, Lucas. Heureusement que tu étais là. Ma mère me raconte qu'elle est rentrée vers 20h30. Comme on n'était pas là, Lily et moi, elle a appelé mon père et Suzanne. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où on pouvait être. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont fait le tour de la ville, appelé tous mes amis. Finalement, ils ont appelé la police.
La police, pourquoi pas l'armée, tant qu'y être? Mais on n'avait aucune idée de l'endroit où tu pouvais être avec Lily. Mais je vous ai laissé un message sur la table. Quel message? Ils parlent encore tous en même temps. Bon, ça y est. Vous l'avez retrouvé? La grosse voix du policier les réveille. Il l'avait oublié, celui-là, trop occupé à me sauter dessus. Il repart quand il voit que tout rentre dans l'ordre. On se rend à la maison. Nicole fait du café. Suzanne et mon père appellent l'hôpital et Dr. Curzo les rassure sur l'état de Lily. Je retrouve finalement mon message dans la poubelle. C'est ma mère qui l'a jeté par mégarde, en même temps que les sacs d'épicerie. Je reste assise à la table. Je ne bouge plus. Je regarde dans le vide. Tu devrais aller te coucher, Lucas. Tu as eu une grosse journée, me dit mon père, entre deux gorgées de café. C'est comme ça qu'il appelle ça, lui, une grosse journée. Il me semble que ça fait une semaine que je n'ai pas dormi et que la vie s'est arrêtée d'un coup. Je regarde ma mère. Elle commence à avoir des petits plis autour des yeux, de plus en plus. Je la surprends des fois à les lisser avec ses doigts. Peut-être que mes nuits d'enfance y sont pour quelque chose. J'ai fait tellement d'audits que je m'étonne que mes deux oreilles soient toujours en place. Je pense que cette nuit, ça va être mon tour. Il va me pousser des tonnes de rides autour des yeux et demain matin, je vais avoir l'air de mon grand-père. Pourvu que mes cheveux ne blanchissent pas d'un coup. Il paraît que ça peut arriver après un peur bleu. Et c'est ce que Lily m'a fait. Mon père se lève et m'embrasse sur les cheveux. Merci, mon grand. Sans toi, je ne sais pas ce que Lily serait devenue. Et il ajoute. C'est qui la fille qui était avec toi? Tous les regards se tournent vers moi. C'est fou comme j'attire leur attention ces temps-ci. C'est agréable de pouvoir répondre officiellement. Hier, je n'aurais pas osé dire, mais vu que ce qui s'est passé ce soir, c'est ma blonde. Elle m'a aidé pour amener Lily à l'hôpital. C'est quoi son nom? Ils le demandent tous les trois en même temps, puis ils rient. Un peu plus, ils se tiendraient les petits doigts serrés sans dire un mot pour faire un vœu. Des vrais enfants. Je les regarde et je leur souris. Ils ne seront rien. Je joue le grand mystère et je m'en vais dans ma chambre en gardant mon secret. Ils me souhaitent bonne nuit, me remercient encore, n'osent pas insister. J'ai eu une si grosse journée. Je m'allonge sur mon lit. J'ai l'impression que je n'arriverai plus jamais à me relever d'ici. Et le fou rire me prend quand je réalise que, malgré tout le temps que j'ai passé avec la fille russe, je ne lui ai pas même demandé son nom. J'ai complètement oublié. Je ne sais pas son numéro de téléphone non plus, ni où elle habite. Et je ne sais pas davantage au sujet des graffitis de gros chiens sales, ni de ce qu'elle fait avec la bande de chiens. Mais ce n'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que Lily n'est plus en danger, et que la fille rousse m'a tenu la main longtemps, et qu'elle a les yeux verts, et je m'endors, tout habillée.